Bien. Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis Clarine Cuban, moi aussi diplômée depuis quelques jours. Et ce soir, je vais vous parler d'un outil qu'on ne connaît pas forcément en kinésithérapie, c'est la réalité virtuelle. Donc, voici mon titre. Effectivement, je me suis intéressée surtout à la partie un petit peu psychologique de l'outil et des patients qui pourraient potentiellement l'utiliser. Donc, on en vient au petit programme de ma présentation. Une intro pour vous expliquer comment j'en suis arrivée à ce sujet et pourquoi, comment j'ai répondu à ma question spécifique de recherche, les solutions qui pourraient en découler, que je propose, et après une petite discussion pour résumer tout cela et débattre un petit peu plus sur le sujet. Alors, comment est-ce que j'en suis venue à ce sujet-là? La réalité virtuelle, ça a commencé par une vidéo sur YouTube, donc merci YouTube qui m'a donné mon sujet de mémoire quand même. C'était une patiente qui marchait entre des barres parallèles et elle chutait, il y avait sa kiné auprès d'elle, voilà, un truc bien dramatique. Et au final, à un moment, sa kiné lui met un masque de réalité virtuelle sous les yeux. Et tout à coup, cette patiente se met à marcher de manière beaucoup plus fluide, moins de chutes, et on voit ce qu'elle voit dans son casque, ce sont ses pieds qui marchent sur un sable au bord de la mer. Donc je me suis dit en K1, waouh, stylé. Mais après, je me suis aussi dit, bon, il va falloir un petit peu investiguer là-dessus, parce que merci la pub. Donc, vu que j'avais déjà un intérêt particulier pour la neurologie et les nouvelles technologies, j'en ai profité pour faire des recherches et j'en ai déduit que ça serait mon projet mémoire. Alors, au final, la réalité virtuelle, effectivement, on peut utiliser cet outil en rééducation, donc notamment en kinésithérapie pour les troubles vestibulaires notamment. Moi, je m'intéressais beaucoup à la population post-AVC parce qu'il y a eu beaucoup de publications sur la réalité virtuelle et les rééducations post-AVC. Et un autre petit détail, mais qui n'est pas des moindres, c'est la cybersickness. Parce qu'une fois qu'on s'intéresse à la réalité virtuelle, il faut aussi s'intéresser aux potentiels effets secondaires que peut provoquer ce genre de technologie. Alors au final, qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle et comment est-ce qu'on l'utilise en kinésithérapie? Donc vous avez votre patient, vous êtes kiné, vous lui programmez finalement grâce à un logiciel, une application ou même un jeu via un ordinateur, une console de jeu ou un téléphone. Vous choisissez le jeu ou l'application, ça va être branché ou connecté à un masque et ce masque sera posé sur les yeux du patient. Donc là, quand on parle de masque de réalité virtuelle, on est en immersion totale, donc le patient ne voit ni ses mains ni ses pieds. Donc il y a des capteurs ou des joysticks et ça permet au patient de faire des exercices dans un environnement qui est simulé, mais qui veut reproduire des situations de la vie réelle. Voilà, donc le kiné gère au niveau de l'ordinateur ou de la console et voit ce que le patient voit dans son masque. Alors, c'est bien beau, c'est sympa, c'est ludique, effectivement. La littérature prouve qu'en tant qu'adjuvant thérapeutique, ça peut avoir une amélioration sur la récupération des activités de la vie quotidienne et de leur qualité. Mais finalement, si on tombe sur des patients qui ne veulent pas utiliser ce type de matériel, on n'est pas des vendeurs. Mais il faut quand même qu'on entretienne une adhésion thérapeutique et qu'on comprenne quel est le souci, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas et quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Donc ma question était, comment le masseur kinésithérapeute peut-il augmenter l'adhésion du patient réticent à l'utilisation de cet outil? Alors comme méthode, j'ai choisi des entretiens semi-directifs. Donc je voulais interroger des kinés du métier sur le terrain, voir comment eux ils géraient la situation, comment eux ils prenaient en charge des patients qui pouvaient être réticents. Donc j'ai créé une grille d'entretien grâce à ma directrice de mémoire aussi et j'ai essayé de respecter des lignes de guidage, si vous voulez, pour augmenter la validité interne de mon étude. Et ce sont les critères corrects. Donc, ce que ça a donné, j'ai publié pas mal et envoyé des mails. Et au final, j'ai 13 kinés qui pouvaient entrer dans mes critères d'inclusion, enfin qui complétaient mes critères d'inclusion. Après, j'ai pris contact avec eux de manière plus professionnelle en expliquant très succinctement et toujours de la même façon ce que je voulais d'eux. Et au final, j'ai eu 5 réponses positives qui m'ont permis de fixer 5 entretiens et j'ai pu les réaliser. Donc après, il y a eu tout un système de codage pour identifier les thèmes et les sous-thèmes parce que j'en avais déjà défini avec ma grille d'entretien. Et donc là, je vous ai mis un petit exemple de comment je fonctionnais au niveau du codage, etc. Donc je soulignais en fonction des thèmes et des couleurs. Donc la grille d'entretien, là voilà, donc sur votre droite, en fait, j'ai défini 3 grandes catégories qui parlaient déjà des caractéristiques du kiné que j'interrogeais, les caractéristiques du patient qui pouvait être réticent, et après la communication, le type de communication qui était utilisé entre le kiné et le patient.
Donc, je commençais par des questions. En fait, ces questions-là, ce sont celles que j'ai utilisées pour l'entretien parce que je voulais que ce soit semi-directif, donc ça veut dire que c'est à moitié libre. Et donc là, les critères qui devaient être remplis étaient ceux de ma grille. Bien entendu, ce n'est pas toujours possible d'avoir toutes les réponses, vu que je me limitais à 4 questions. En fonction des résultats, donc j'ai obtenu des petites surprises. Donc, comme je vous disais, moi, je voulais m'intéresser aux patients de type AVC. Et au final, les kinés que j'ai interrogés m'ont plus parlé de la rééducation vestibulaire avec la réalité virtuelle ou la rééducation proprioceptive. Donc, des patients AVC, au final, avec les kinés que j'ai interrogés, il n'y en avait peut-être pas tant que ça qui étaient les plus éligibles, on va dire, à l'utilisation de cet outil. Donc, j'ai choisi ce soir de développer deux catégories de résultats. Donc, la première, c'est la gestion des patients réticents à la réalité virtuelle par les kinés. Alors ça, ce sont des phrases que des kinés m'ont partagées. Donc tout d'abord, ok, je suis face à un patient réticent. J'aimerais vraiment utiliser ce matériel parce que je pense qu'il peut sincèrement lui être bénéfique au vu du bilan que j'ai exécuté avant. Donc forcément, les kinés essayent d'abord de trouver le frein à l'utilisation de l'outil. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'âge? Est-ce qu'il y a une autre raison? Après, en fonction de tout ça, ils essayent d'expliquer l'utilité et de réexpliquer l'objectif de la séance et de la rééducation. Et bien sûr, ça passe par une compréhension globale de leur appréhension. Alors au final, comment est-ce qu'ils gèrent sur le terrain? Donc déjà, il faut que le kiné soit près du patient. Malgré le fait qu'il ait son masque de réalité virtuelle, même s'il est en immersion totale, le kiné doit vraiment rassurer la personne, rester près d'elle. Au niveau de l'environnement, donc qu'il soit virtuel ou bien réel, il faut que ce soit sécurisé. Et après, au niveau de l'environnement virtuel, on commence avec quelque chose de très simple et de très soft. On ne se met pas directement je sais pas, à un 5e étage d'un immeuble. On se dit maintenant, allez, on va travailler la peur du vide, parce qu'on peut aussi travailler le mode de transport, etc., en vestibulaire. Donc voilà, il y a plein de possibilités, mais il faut commencer doucement. C'est comme toute thérapie, il vaut mieux y aller de manière progressive. Et donc, il y a eu un codage secondaire. Donc, le codage secondaire, ce sont les codes que j'ai pu identifier après avoir interrogé les kinés. Donc, ce sont des codes que eux-mêmes m'ont fait découvrir. Donc, voilà, en rééducation vestibulaire, c'est ce qui est beaucoup ressorti. D'une part, parce que la stimulation de l'oreille interne, c'est quelque chose d'assez complexe en kinésithérapie parce que ce sont des méthodes qui ne sont pas forcément douces. Et si elles le sont, elles nécessitent beaucoup de matériel. Alors que là, avec le masque, on est réduit au niveau des outils qui sont nécessaires. Et après, il y avait aussi la réalité virtuelle utilisée en rééducation proprioceptive. Donc, typiquement, on met le patient sur un sol déstabilisant. La personne porte le masque, fait une activité du genre tennis ou enfin, peu importe l'exercice que le kiné choisit de travailler. Et on peut aussi perturber les entrées sensorielles. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau de la conclusion de ces résultats, messieurs, dames? Si un jour ça vous intéresse d'investir dans ce genre de matériel, c'est pas anodin et d'un autre côté, c'est plutôt instinctif. Mais voilà, il faut trouver un juste milieu. La première chose, comme toute thérapie, c'est la communication adaptée avec le patient. En fonction de la personne qu'on a face à nous, il faut bien lui expliquer ce que l'on fait, pourquoi est-ce qu'on utilise ce type de matériel. Donc on le présente, comment est-ce que ça marche et on redonne les objectifs. Il y a des logiciels qui sont spécialisés pour la kinésithérapie et qui permettent d'avoir des bilans qui sont très objectifs, qui donnent des valeurs et ça permet d'avoir un suivi dans le temps qui est bien précis. Après, pour la première séance, comme dit, on va utiliser un environnement virtuel et réel simple et sécurisé. Donc, on commence par exemple à mettre le patient dans par exemple, si on veut travailler la préhension de la main dans un supermarché, donc là, on évite de faire en sorte qu'il y ait trop de foule autour de la personne, que les étagères ou les objets à chercher ne soient pas trop hauts. Et ça, c'est des options qui sont tout à fait modulables avec certains logiciels spécifiques. Et le patient l'assoit, si on peut. Ou en tout cas, on lui permet d'avoir, avec sa main libre, un support pour qu'il puisse poser sa main sur la table, histoire qu'il se sente dans son environnement aussi réel, qu'il ne se perde pas. Et on fait une immersion en douceur, comme je vous le disais. Donc, les exercices doivent être adaptés. Et surtout, il faut un matériel de qualité suffisante. Ça, c'est vraiment ce que j'ai pu retrouver. C'est pour éviter une cyber-sickness, c'est-à-dire un mal-être suite à l'utilisation de la réalité virtuelle. Il faudrait utiliser un matériel de qualité pour qu'il n'y ait pas de décalage entre le mouvement du patient et le mouvement de l'environnement. Sinon, c'est apparenté à un mal des transports, sauf que là, du coup, c'est le patient qui bouge et pas forcément l'environnement. Donc, il y a
enfin une petite inversion des rôles. Mais dans tous les cas, voilà, si on n'a pas un matériel de qualité, voilà, vous pouvez être sûr que vous allez créer des patients réticents après avoir utilisé l'outil, même pas avant de l'avoir testé. Enfin, c'est un peu, il faut faire très attention. Et finalement, quel est l'avenir de cet outil en kiné? Alors, depuis une dizaine d'années, les publications ont vraiment explosé. Il y a eu beaucoup de recherches là-dedans. Malheureusement, les publications ne sont pas d'un niveau de preuve très élevé, ce qui est bien dommage parce que au niveau des recrutements des patients, c'est très, très inégal. Par exemple, pour les AVC, on ne sait pas à quelle période de l'AVC on se situe. Est-ce qu'on est en aigu, en post, enfin, je sais pas, à J-, enfin, à 3 mois, à 6 mois. Ça manque encore de détails. Au niveau des protocoles, ce n'est pas uniformisé non plus. Donc, à chaque fois, les résultats, la validité externe n'est pas forcément interprétable. Après, il y a la réelle question du coût, qui est, enfin, du coup, l'argent, quoi. Combien ça coûte? Est-ce que j'investis autant dans un matériel, sachant que ça peut aller à la louche de 700 à 5000 euros, qu'il faut toujours rester à jour, faire les mises à jour, télécharger des nouveaux logiciels si on passe vers du spécifique kiné. Et puis, c'est bien beau d'avoir des nouveaux outils, mais il faut pouvoir se former. Et les formations en France, il y en a très très peu, des centres agréés. Moi, j'en ai trouvé 2, donc qui proposeraient de la formation en réalité virtuelle. Alors, c'est déjà bien, c'est déjà mieux que rien, mais on peut encore mieux faire. Voilà, donc je vous ai mis mes références. Donc, mon mémoire en a compté environ 80. Je vous en ai mis 9. Ce sont vraiment les principales que je vous recommande. Et si vous avez davantage de questions ou des parties qui n'étaient pas très claires, n'hésitez pas à me dire. Voilà, merci. Merci Clarine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une question dans le chat, si tu peux y répondre. Oui, Alors, c'est moi, je vais la poser directement. J'en avais plusieurs et déjà merci beaucoup pour ta présentation. Et est-ce que tu pourrais nous préciser les critères que tu as utilisés pour sélectionner les kinés? Et je pose dans la foulée ma deuxième, si je peux, Vincent. Et qu'est-ce qui amène les kinés à utiliser la réalité virtuelle? Alors, pour la première question, les critères d'inclusion, donc ça a été déjà, il fallait être titulaire d'un diplôme de kiné, de master kiné. Il fallait utiliser la réalité virtuelle. Donc là, il n'y avait pas de fréquence, mais il fallait pouvoir dire qu'effectivement, c'est utilisé au sein d'un cabinet ou dans un centre de rééducation. Et le troisième critère, c'était d'avoir déjà été confronté à des patients réticents. Donc, tous ces critères ajoutés ensemble, ça m'a fortement réduit mon échantillon était du coup très petit. Et la plupart des kinés que j'ai interrogés, c'était des kinés libéraux. Donc, d'où le fait qu'en cabinet libéral, on a peut-être moins de patients post-AVC qui sont éligibles, on va dire, à l'utilisation de la réalité virtuelle. Et sinon, pourquoi un kiné se tournerait vers ce type de matériel? Alors déjà, c'est ludique. C'est une thérapie qui est nouvelle. Ça permet de se démarquer aussi des autres. Et pour ceux qui aiment simplement ce genre de matériel, qui l'utilisent même chez eux à la maison, peut-être que certains veulent en faire profiter aussi les patients. Après, bien entendu, d'un point de vue médical, la littérature a prouvé qu'il y avait quand même une amélioration de certaines fonctions motrices suite à l'utilisation de cet outil quand il était utilisé comme adjuvant thérapeutique. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Vincent? Oui, ça répond à la question. Je te remercie. Merci beaucoup, Clarine. Delphine? Ouais. Alors, moi, je veux juste déjà rebondir juste sur ce que tu viens de dire. Dans les choses où c'est intéressant, il me semble qu'il y a pas mal de littérature qui sort un petit peu là par rapport à tout ce qui est algodystrophie ou capsulite de l'épaule. Il me semble que ça a pas mal publié de ce côté-là. Donc là, il y en aura qui font un peu de littérature sur ça et qui me proposeront un mémoire sur les pathologies où c'est peut-être plus intéressant. Voilà. Et du coup, notre question, c'est un peu en lien avec ça. C'était savoir si tu avais un public cible où tu trouvais que c'était plus intéressant. Alors, les enfants, les ados, les adultes actifs, les personnes âgées. Ça, en fait, je ne pourrais pas répondre de manière objective, mais de manière subjective, je pense qu'effectivement, les enfants et les adolescents, ça peut être très intéressant, sachant qu'il y a déjà un centre à Strasbourg de rééducation qui propose ce type de matériel pour les plus jeunes. Après, alors dans mon mémoire, je me suis aussi intéressée à un potentiel frein qui serait peut-être l'âge, et il y a peu de littérature dessus. J'ai trouvé un article qui n'était pas de très haut niveau preuve,
mais qui disait qu'au final, ce n'était pas forcément l'âge le frein et que ça amenait justement un nouveau côté à la rééducation, que ça avait un côté plus attrayant, du renouveau, que c'était quelque chose de plus ludique et que ça pouvait très bien intéresser les plus âgés. Donc, je n'ai pas de franche réponse à la question. Super, ça me va. Ça coûte combien? Alors, ça dépend dans quoi on veut investir. Donc, ça peut aller effectivement de 700 € jusqu'à plus de 5000. 700 €, c'est les premiers prix si on décide d'acheter un masque de réalité virtuelle de premier prix avec la console de jeu. Donc là, on n'est pas sur du spécifique kiné, mais il y a quand même des jeux qui peuvent s'adapter. Après, il y a des logiciels qui ont été vraiment créés pour la rééducation. Et là, si on veut tout le package avec toutes les applications possibles, ça peut vraiment monter jusqu'à 5000 €. D'accord. Il faut l'ordinateur puissant, il faut les manettes, le masque et les mises à jour. Tu précises bien que tu vas pas en vendre après ton... Non, non, j'ai un diplôme de kiné, je compte bien l'utiliser. Je ne vais pas me reconversionner en commercial, donc ça c'est sûr. Ok. Alban, une dernière question. Enfin, peut-être pas dernière d'ailleurs, mais Alban. Du coup, merci pour ton intervention. Je voulais savoir, cybersickness, finalement, ça inclut tout ce qui est symptômes physiques ou peut y avoir aussi tout ce qui est peur, anxiété ou phobie ou d'autres symptômes? Moi, ce que j'avais lu, c'était vraiment des symptômes physiques, donc qui sont nausées, vomissements, des céphalées. Après, je pense qu'il y a des facteurs psychosociaux à prendre en compte. Mais là, pareil, au niveau des publications, il n'y en a pas des millions. Alors, à voir. Je pense qu'il faudrait un petit peu creuser la question. Ça nécessite des études supplémentaires, mais pour le moment, j'avais lu que du physique. Ok. Et est-ce qu'il y avait des facteurs prédisposants un peu à la cybersickness, vu que tu parlais justement de tout ce qui est mal des transports? Est-ce que les gens qui avaient justement déjà par le passé mal des transports, ils avaient aussi une cybersickness? Alors, pas de de ce que j'ai lu, non. Mais par contre, une kiné que j'avais interrogée me disait qu'elle avait un patient qui avait été vraiment réticent à ce type d'outil parce que, alors, c'était une personne âgée qui n'avait pas forcément été confrontée à des écrans. Donc, qui n'avait pas forcément de téléphone portable, même devant la télé, qui passait pas sa vie devant. Et du coup, le fait d'être complètement désincarné, parce que quand on est en immersion, comme je disais, on voit plus nos mains, plus nos pieds. En tout cas, pas les réels. Donc ça peut vraiment perturber certaines personnes qui ne sont pas forcément ouvertes à ce genre d'expérience ou qui n'ont pas l'expérience tout court des écrans. Voilà. Donc, j'en sais pas plus. Voilà pour ta question. Un petit peu, j'ai une dernière petite. Il y a des contre-indications vraiment formelles, je pense maintenant, parce que c'est vrai que souvent pour les jeux, justement, ils parlent souvent de l'épilepsie. Tout ça. Est-ce qu'il y a des contre-indications vraiment Alors, le problème, c'est que la Haute Autorité de Santé en France n'a pas publié depuis une quinzaine d'années à propos de la réalité virtuelle. Et ce qui en avait été publié, c'était dans la rééducation AVC, par exemple. Donc, il n'y a pas de vrai consensus là-dessus. Par contre, de ce que j'ai pu lire, et surtout les kinés, ils m'en ont parlé, ils m'ont dit qu'à partir du moment où tu as des troubles périphériques déjà trop importants, c'est pas la peine de tester. Si déjà tu as un équilibre très précaire, que tu es hémiplégique, flasque, il y a des moments, c'est pas la peine de tester. Après, épilepsie, je ne sais pas, je pense, mais du coup, à voir si on est dans une immersion tout en douceur, peut-être que ça peut se gérer. Mais voilà, donc ce serait plutôt, faut déjà que, avec le bilan, on voit si le patient est capable de tenir debout et être capable de faire les exercices qu'on propose. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. On a des questions sur le chat. Euh, Pauline qui nous dit une étude est en cours sur l'amalou. Alors, c'était par rapport à... Je sais pas par rapport à quoi. Pauline peut peut-être prendre la parole. Si elle veut. Ah, ok. Bah, merci. Merci pour l'info. Et du coup, pour la dernière question d'Éléonore, alors j'ai interrogé les kinés là-dessus. Et je me suis dit, OK, déjà qu'on investit autant, est-ce qu'il y a une petite revalorisation? Et en fait, non. Donc, c'est considéré comme un outil et on ne facture pas à l'outil, on facture à l'acte. Donc,
voilà, c'est remboursé par la Sécu, effectivement, si c'est considéré comme un outil pour une séance classique, quoi. Voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup. Est-ce